On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Épisode 2. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? On les appelle comment? Épisode 3, saison 1 d'Au fond des filets. Fred, j'ai l'impression qu'il y a 3 semaines qui se sont écoulées depuis la dernière fois qu'on a jasé. Tu savais pas que je faisais un podcast avec un polémiste? Ah, ouais? Avant de commencer, parce que les gens peuvent écouter l'émission 1, elle est toujours disponible, oui, il y a toujours des oui. traces de ça. Merci d'ailleurs, tous ceux qui ont pris la peine de venir nous offrir des commentaires, nous offrir des félicitations pour plusieurs. C'est très apprécié. Oui, très obsédant. Non, je sais pas ce que j'allais dire. Moi, je tiens à m'excuser. Déjà? Ouais, parce que je pense que je me suis mal exprimé. Un épisode derrière la cravate. Absolument, mais non, mais c'est ça, être un polémiste. Je sais maintenant ce que vivent les Mario Dumont, Jean-Luc Mongrain de ce monde. Bon. J'ai soulevé des passions. Vas-tu nous parler d'effaces puis d'effets scolaires comme Jean-Luc? Ou... Ça a été mal pris, mes commentaires. Il y en a qui se sont chicanés à cause de moi. J'ai semé la zizanie dans le monde, Vincent. Ouh, oh! Salutations à Vincent Détouche. On le salue. Je pense que j'ai rendu du monde triste. Qu'est-ce que t'as dit, là? Écoute, je voulais juste souligner un fait. Je pense que ça a peut-être été mal compris, d'accord? Ça me met mal à l'aise. Je m'excuse d'avoir mis Frank Lopas numéro 3 dans les meilleurs entraîneurs du CF Montréal. Je suis désolé. Mais ça, tu nous le dis après avoir croisé Frank au stade en fin de semaine. Ah oui, mais je savais qu'il venait. Mais je voulais juste souligner qu'il a fait la Ligue des Champions, puis qu'il avait réussi à avoir une bonne fiche en jouant sur 2 tableaux à l'époque. Ce qui, on l'a vu cette année encore avec le Crew de Columbus, avec Seattle à l'époque, c'est difficile. Il l'a réussi. Et que, quand il s'est fait, c'était un coup de Jarnac, quand il s'est fait congédier. Après ça, c'était des équipes... Il y a un calendrier hyper facile. En plus, tu étais boosté avec Didier Drogba. Mais, il y a des grosses têtes de soccer, au propre comme au figuré. Une grosse tête notamment, qui a la grosse tête, mais qui est aussi une grosse tête de soccer, qui m'a dit non, ça n'a pas... Puis c'est vrai qu'il y a eu des... Écoute, manquer de respect envers Patrice Bernier, péché mortel, pire saison de l'histoire, 2014. Puis il a fermé l'entraînement aux jeunes de l'académie. D'ailleurs, ça me fait penser, puis j'ai pensé que, dans le podcast numéro 2, t'as fait une entrevue avec moi. Oui. Puis tu me dis, le début, puis je pense que j'ai été chanceux de commencer avec toi, puis de continuer avec Vincent. Mm-hmm. Parce que c'est toi qui m'as appris. À un moment donné, Frank Lopas faisait un entraînement, puis il y a un joueur de l'académie qui est là. Le joueur de l'académie prend une touche dans une bonne direction, mais rate complètement sa touche. Puis Lopas, le casse, mon vieux, tombe dessus. Mm-hmm. Puis tu m'as appris ça, puis je pense qu'il y a des coachs qui nous écoutent, je sais pas s'ils le savent, si Frank Lopas est en MLS puis il le savait pas, puis tu m'as appris ça. C'est que il faut, c'est l'intention, pas l'exécution qui est importante. Pas le résultat. Si l'intention est là, l'exécution va venir avec les répétitions, peut-être que ça va dépendre à quel point tu es bon, mais... Et ça, en tant que coach, puis je le vois, moi, avec mon fils aussi qui joue, j'essaie de récompenser l'intention aussi. C'est la philosophie de qui, ça? De toi? De Wilfred Nancy? Ouais. non, mais c'est... en tout cas, ça, tu m'as beaucoup appris ça. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je crois beaucoup que ce qui revient à répétition mérite ton attention. Quand c'est la 7e fois que tu rates ton contrôle, là, on va commencer à travailler sur le contrôle. Tu peux pas accepter la médiocrité sans arrêt, mais c'est surtout pour les jeunes. Et c'est là le clash monstre. D'ailleurs, ça peut nous amener aux 2 derniers matchs. Le clash monstre entre la patience qu'on a eue l'an dernier pour Nathan Saliba, puis l'absence de patience totale qu'on a eue pour les Louis Bellangoyette, des gars qui sont passés des Zakaria Messoudi, des gars qui avaient peut-être un X-Factor que d'autres n'avaient pas dans l'équipe, mais ils n'avaient pas l'expérience. Puis personne de ces joueurs-là qui faisait le saut, il y a eu quelques petites exceptions, sentait que c'était correct
de faire des erreurs. Puis ça clash aussi avec le commentaire. Tu sais, je parle de Wilfried Nancy, je parle de la patience qu'on a eue l'an dernier, que ce soit là, Sada ou Olivier Renard avec Nathan Saliba. Mais c'est quoi la première chose que Laurent Courtois a dit cette année en arrivant au Centre Nutrilait le 8 janvier? Moi, je veux des gars qui ont le courage de faire des erreurs. Mais c'était pas le cas, dans le temps. Dans le lingo, Wilfried Nancy, là, tout le monde riait de ses valeurs, ou du moins de sa façon de parler. Mais ça, c'est une valeur, mais deux, aussi, quand il dit « respecte le jeu », c'est ça aussi. Mm-hmm. C'est l'intention. Si tu rates ton dribble, tu auras fait le jeu qu'il faut faire, mais c'est un jeu d'erreur. Puis j'ai fait le match mercredi dernier, j'ai fait Toronto-Columbus pour RDS, puis on avait un broadcast call justement avec Wilfried. Tu sais, les gens sont curieux, là. Tout le monde... Il n'y a pas eu la proximité que nous, on a peut-être pu avoir. Moi, au-delà de son temps comme entraîneur avec la première équipe, je l'ai côtoyé à l'académie, donc je connais un petit peu les réflexes philosophiques de Wilfried, mais on lui demandait c'est quoi les ingrédients, puis il avait dit quelque chose comme l'effort, le plaisir, puis le gros bon sens. Et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait c'est l'élément le plus difficile à coacher, le gros bon sens, puis je pense qu'on a un peu... Comme on l'a vu en fin de semaine avec le CF Montréal, on a un peu perdu de vue le pourquoi de construire de derrière, le pourquoi de relancer court. Souviens-toi, là, quand le feu était pogné, puis Wilfried Nancy disait « Moi, je demande pas à mes gars de jouer court juste pour le fun. C'est parce qu'éventuellement, il y a une suite à ça, puis ça nous permet d'arriver mieux et encore plus rapidement et surtout plus souvent en tir offensif. » Regarde ce que Courtois a fait avec Jekyll Marshall-Rutty en fin de semaine, avec la passe en profondeur pour Joseph Martinez. C'est pas juste jouer pour le plaisir. Il y a une logique, puis il y a un gros bon sens derrière. Puis quand tu sens que tes joueurs réfléchissent de cette manière-là, tu es prêt à accepter des erreurs. Il y a un collègue que je n'aimerais pas, mais qui travaille en MLS, qui m'a dit, qui a qualifié ça, en fait, il a utilisé l'expression dogmatique, justement, par rapport au CF Montréal cette année. Ils sont dogmatiques dans la façon de sortir aussi, toujours par derrière, puis de s'obstiner aussi. T'en fais quoi de ça? C'est dogmatique? Parce qu'à un moment donné, il y a un moment, des moments où les défenseurs de Courtois auraient pu trouver la longue passe. Oui, puis il y en a combien de défenseurs de Wilfried Nancy en 2021 qui auraient pu faire ça? Ils se prenaient des buts tout croche, là. Tout le monde, Twitter c'était encore Twitter surtout dans le temps. Début de l'année. Oui, je sais, ça pognait en feu. Puis Wilfried disait, moi, attendez, là, je demande pas systématiquement à mes gars de relancer court. Je leur demande d'utiliser ça comme outil pour avancer. Après, ça prend le gros bon sens. Puis c'est une expression qu'ils n'utilisaient pas dans le temps. En fin de semaine, là, il y en a des ballons qui ont été joués. Il y a un ballon, c'est de Gabriele Corbeau qui a été joué vers Jekyll Marshall-Rutty. C'est une des passes de l'année, ça. C'est tendu, c'est à peu près à la hauteur des yeux, mais avec un petit effet rétro qui fait en sorte que Marshall-Rutty, presque sur la ligne de fond, est capable de rejoindre le ballon. Moi, ça, j'ai pas vu ça assez souvent avec le CF Montréal, mais je pense pas que ça vient d'une position dogmatique. C'est difficile d'entendre dogmatique puis pas penser à dogmatique en passant, puis on pourra faire un throwback au rap francophone des années 90 plus tard. C'est peut-être juste une... Exactement. Mais j'allais dire ça monte trop haut pour que je me joigne à ça. De Montréal à Paris, on va passer par Dakar, ça te dérange pas? Non, mais tout ça pour dire que c'est peut-être une courbe d'apprentissage de « OK, je veux qu'on fasse ça dans un monde idéal. » La réalité du monde idéal n'est pas là constamment, puis tu as des gars qui doivent prendre une décision de jouer plus vite vers l'avant. Wilfried Nancy a maîtrisé cet art-là à Columbus depuis son arrivée l'an dernier, puis le CF Montréal a pris un pas dans cette direction-là en fin de semaine. OK, on arrive au moment où il va falloir vider deux sujets. Okay? Vas-y. J'ai deux idées. Parce que ce que tu viens de dire, ça peut rentrer dans la question, le questionnement qu'on a tous, mais surtout qui m'obsède parce que Gabriel Gervais doit avoir cette question-là. Est-ce qu'on garde Laurent Courtois cette année? Puis on peut parler de ça, ou on peut parler, tu viens de parler de Gabriele Corbeau aussi, je vais te parler, je sais qu'on a un billet parce que c'est récent, là. Corbeau ou Waterman au cœur de la défense à 3? Moi, en ce moment, regarde, les résultats, t'es 3 matchs sans défaite. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une grosse part du match nul, si tu es déçu d'avoir fait, entre guillemets, seulement match nul en Nouvelle-Angleterre, qui est la dernière équipe de l'Est. Je comprends qu'ils sont venus trosser à Montréal, là, mais ça reste la dernière équipe de l'Est, qui tombe sur les épaules du choix
de 11 partants, avec les 2 gars de côté, les 3 gars en avant qui ont changé. Moi, je pense que tu aurais pu le gagner, ce match-là. Moi, je garderais Gabriel Corbeau. Puis Waterman. Ben, tu le gères. À la place de Campbell? En même temps, pourquoi? Campbell, c'est peut-être ton meilleur dans les airs aussi. Il y a ça, mais... C'est ton défenseur qui court le plus. Tu sais, en fait, moi, mon hésitation, puis mon penchant pour garde Waterman sur le banc, c'est pas un désaveu à Waterman, mais j'ai encore la même réflexion que j'avais au mois de mai. Est-ce que c'est un général... Tu sais, c'est un gars qui a du leadership. Mais est-ce qu'il y a le leadership d'un général en temps de paix? Quand ça va bien, il y a du leadership, il prend de la place, ou en temps de guerre? Puis moi, c'est un des éléments qu'on néglige de Rudy Camacho. Quand ça allait mal, un match était en train de partir dans le clos, Rudy Camacho qui se lançait là, quasiment la face devant les ballons, qui était toujours en train... Tu sentais qu'il y avait une plus-value pour les autres. C'était, hey, on se retrousse les manches, on est capable de passer cette vague de pression-là. Je le sens moins, ça, avec Waterman. Je trouve qu'il tend... Puis je vis pas la réalité, l'intimité du vestiaire, du terrain d'entraînement ou du terrain tout court en match, mais j'ai l'impression que c'est plus un gars qui va se mettre à critiquer puis à reprocher qu'à amener de la solidarité dans une équipe. Puis pour cette raison-là, je pense que Gabriel Corbeau, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le garder sur le terrain. Faisons Courtois maintenant. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce que je vais te parler de ça parce que demande-moi pas pourquoi, mais j'ai parlé à un joueur de Charlotte FC aussi, après le match. Ben, pas nécessairement après, mais bref, quelques jours après. Tu sais que demande-moi pas pourquoi, c'est le meilleur moyen que... De te demander pourquoi, ouais. Non. De toute façon, ça serait trop long et trop plate à t'expliquer. Ce gars-là a dit... C'est un garçon, c'est l'exemple. Écoute. Il a dit, hey, ils nous ont surpris, ils ont été bons, puis il y avait tout le temps 2 ou 3 options devant aussi, ce qu'on aimerait avoir. 2 ou 3 options devant. À Charlotte? Contre Charlotte. Contre Charlotte, oui, ouais. Contre Charlotte. OK, excuse. Hey, j'avais la il nouvelle... parlait du CF Montréal, oui, il parlait de la tactique du CF Montréal qu'eux, ils n'avaient pas. Mais devant... C'est difficile, quoi qu'ils viennent de faire 4-0. Oui, mais les profils sont intéressants, sont complémentaires. Ouais. Quand tu as Clark, Duke, Joseph Martinez, ça demande encore beaucoup de rodage, mais tu as quelque chose là pour offrir des solutions qui sont pas seulement nombreuses, mais différentes. Hey, je pensais que tu me parlais de la Nouvelle-Angleterre. Tu avais croisé un joueur, je disais, Nouvelle-Angleterre, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu en attaque, ça va être correct. Non, c'est une première période, c'était dégueulasse. Il y a Romy Edwards aussi contre... Ouais, ça va contre moi. En fin de semaine. En fin de semaine, c'était contre ton Frank Lopez. Oui, mon Frank Lopez. Il y a mis Edwards contre Chicago aussi. Ben, moi, tu sais ce que j'en pense de ça. C'est rien contre Edwards, mais Tom Pierce ne débarque plus. Tu as trop besoin des phases arrêtées pour avoir Tom Pierce sur le banc. Mais Pierce, défensivement, c'est encore un... Je suis capable de vivre avec ça. Je trouve qu'au volume... En même temps, il a fait ses validés par la victoire, non? Puis Edwards a joué un bon match. Puis il a fini en milieu de terrain en plus. Oui, je sais, mais c'est pas sur une rencontre. Moi, je te dis que sur 6, 7, 8 matchs, là, tu vas marquer plus de buts avec Tom Pierce et ce qu'il peut faire sur coup de pied arrêté que tu vas en encaisser à cause de Tom Pierce. Puis là, on pourrait s'obstiner jusqu'à ce que mort s'en suive, là, parce que je suis très conscient de ses limites défensives. Hey, d'ailleurs, le changement quand Tom Pierce entre, on a décidé de le faire entrer face à Chicago. Il prend Piet? Ouais, mais il prenait Edwards. Je sais pas. Hey, si tout ça se passe, mais on n'a pas validé avec les milieux de terrain. Hey, t'as failli être dans le trouble. Ça, c'est contre Chicago, où en fin de match, là-bas, tout s'est écroulé. Puis là, t'étais en train de faire, si je me trompe pas, le dernier changement. Tom Pierce entre, mais si tu le fais là, 2 minutes plus tôt, puis tu valides pas avec Samuel Piet est plus capable d'avancer, hey, t'es dans le trouble, pas à peu près, là. Je suis pas certain. Que t'es dans le trouble? Non, je suis pas certain que il entrait pour Edwards. Non? Je suis pas certain. Faudrait demander. Mais... Et le plan était de faire jouer Edwards au milieu. C'est là où... la dernière fois, Clark est descendu. Ouais, mais Clark, aussi. OK. Duke et Clark, ça aurait pu descendre. Ça, puis d'ailleurs... Edwards, ils l'ont fait. Mais ça, c'est un des problèmes. Quand on parle de construction depuis... Victor Wanyama, salut, t'es où? Je sais pas. Faudrait te texter. Non, mais grande discussion la semaine passée. C'est là que tu as besoin de Victor Wanyama? Non? Même pas sur la feuille de match, les 2 derniers matchs. Tu sais, je comprends que des fois, on trouve que les médias sont peut-être un peu sévères, là. Mais 1,8 million qui est juste
pas là. Pour un déplacement en milieu de semaine, d'une semaine où tu as 3 matchs, après une longue conversation sur le terrain d'entraînement avec lui, où on ne parle pas d'une absence sur les 2 prochains matchs. Là, on est en train de parler d'échanges parce que son expérience est vraiment riche, avec raison. Mais finalement, il n'est pas là pour 2 matchs où Samuel Piette, Nathan Saliba courent comme des forcenés, ont été très bons d'ailleurs. Mais ça, c'est un échec monstre, le Wanyama. Puis je mets pas ça dans la cour d'une seule personne. Victor Wanyama a probablement... Moi, je pense qu'il a décroché, oui, Victor Wanyama. Ouais, mais t'aurais fait quoi, toi? Non, mais je suis pas contre. Là. Je fais juste dire, il a décroché. Il est plus là. Il est plus là. Il est plus là. Ouais, mais... Puis t'es incapable de l'utiliser quand même un peu? Il veut-tu être... Parce qu'on parle de ramener... Ben, c'est ça mon point. Regarde. Il veut-tu être là? S'il veut vraiment peut être là... Mais je sais pas. Ça, il y a de la gestion. À partir du moment où tu l'as ramené, déjà, il aurait jamais dû revenir. Il aurait jamais dû faire 3 millions à Montréal comme milieu défensif. Il devrait jamais faire 1,8 en ce moment avec le plan qu'on a pour lui. En l'occurrence, aucun plan. Mais tout ça là, m'intrigue tellement. Tu parlais de Clark, tu ramènes Clark. Moi, je pense que c'est celui qui couvre le plus de terrain. C'est celui qui, physiquement... Je pense que c'est Duke au départ, mais Duke est sorti en premier. Oui, mais attends, je t'amenais là. Dans quel univers on pense que Bryce Duke est capable de faire ce que Nathan Saliba ou Samuel Piette font au milieu? Non. Je veux dire, on est sur quelle planète, là? Puis je comprends qu'il faut que tu fasses avec ce que tu as, mais tu peux pas... J'arrive pas à comprendre comment c'est une option, ça. À la limite, Edwards, c'est plus logique. Ce terme-là qui est très juste, je pense, et très gentil dans les circonstances. C'est du bricolage. Ouais. Mais ça revient, et puis là, aller écouter l'épisode 1, la construction de cette équipe-là, non? Mais mets Waterman au milieu. Mais c'est là que Waterman... Mais mets-le au milieu de terrain. Ouais. Moi, j'achète ça, pas à la place de Saliba ou Piette avec dès le départ. 4 matchs à jouer, par contre? Bon. Ben, écoute, le match, c'était contre RSL avant la Copa América. Il était bon. Ouais. Il a eu l'air confortable, puis à quelque part, si t'en as un des deux qui casse Saliba ou Piette, parce que tu les taxes, là, mais ces Courtois gars-là. aimerait ça mettre Waterman ou essayer Waterman un peu plus haut ou dans le milieu de terrain. Il aimerait ça. On en a déjà parlé. Un peu plus haut ou dans le milieu de terrain. Non, mais un peu plus haut par rapport à sa position initiale. L'engager un peu plus. Ouais, mais encore, c'est là où j'ai de la misère à comprendre. On veut mettre Waterman au milieu de terrain, ça je peux comprendre. Pas tant au milieu de terrain, oui. Mais aussi Duke. T'as un défenseur central qui va monter ou un milieu offensif de chez offensif qui physiquement... J'ai aimé sa contribution en fin de semaine à Bryce Duke, mais un match, il part comme une feuille dans le vent. Le prochain, il y a des tacles qui sont plus appuyés, mais c'est pas fiable pour 2 scènes en termes d'engagement. C'est là où tu te dis, la construction de cet effectif-là depuis le départ de Mathieu Choinière, entre autres, c'est Rida Zouhir aussi. C'est des gars qui sont partis du milieu, qui avaient des profils pour faire quelque chose que ton effectif ne te permet plus. Ça, c'est une autre affaire aussi. Parce que Rida Zouhir, je pense que il y a une partie de sa carrière, on a parlé de son attitude. Mm-hmm. C'était un problème à Montréal, je pense. Ouais. Puis je pense qu'il le sait. Pas qu'il le sait, mais je pense qu'il je sais pas s'il le reconnaîtrait parce que pour lui, il y aurait sûrement des facteurs atténuants. Mais pour le club, je pense, on n'a pas adoré son attitude. Mais une saison, c'est long en tabarnouche. Mais... Rida Zouhir, il pourrait jouer en ce moment. Absolument. Ou devrait jouer en ce moment. Puis là, après, il faut faire bien attention. Il y a géré la personnalité. Le problème, c'est qu'un Rida Zouhir n'a rien prouvé en ce moment. Tu vas vivre avec les sauts d'humeur de Joseph Martinez, qui a été MVP de la Ligue, qui a gagné la MLS Cup. Tu vas vivre avec les bras dans les airs de Mathias Coccaro, parce que, non, mais c'est toi qui es allé... Parce que t'as pas le choix. Ben oui, puis t'es allé le chercher. À quelque part, il faut que tu valides ta propre décision. Ouais. Fini là-dessus, non, parce que je voulais parler de Coccaro, mais fini là-dessus. Non, mais vas-y. Ben, je veux pas... Dans quel monde il vit? Non, mais... contre la Nouvelle-Angleterre... Là. Non, ça, c'était une... Ouais, mais Laurent attends, Courtois, le trio... le trio, c'était... Le trio offensif au grand complet. Son intensité, mais lui, il part... As-tu vu le nombre de fois aussi où il part à la chasse aux papillons, où il part à la chasse moi, seul? Qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière? T'as pas le droit de passer plus large à gauche des 6 mètres ou plus large à droite des 6 mètres. Tu restes là-dedans. Je pense que c'est le seul moyen. Là. Parce que moi, je peux pas croire
Parce qu'il parle avec Samuel Piette, leur placer une couple de fois, puis il gesticule avec Samuel Piette. Pendant ce temps-là, le ballon passe à côté de lui. Mais attends, il n'y a pas juste lui. Là, il y avait Vilsaint. Non, je sais. Puis il y avait Kwadwo Opoku. Okay. Hey, ça, d'ailleurs, comment tu passes de Joseph Martinez... Tu gagnes un match à domicile. De Joseph Martinez et des profils comme Duke et Clark à Coccaro, Vilsaint, Opoku. C'est impossible de reproduire quoi que ce soit. Puis c'est toi qui parle assez souvent. Je pense que c'est Jim Curtin qui dit à partir du moment... Plus que 3, tu perds. Là, t'en as 5, puis ils sont tous devant. J'en parlais avec Georges Pigonzo la semaine dernière. Comment on peut dire physiquement, il y a des gars qui tiendront pas la route, mais après ça, tu mets un trio à travers duquel tu passes comme dans du beurre devant Piette et Saliba, puis eux, tu leur dis... Continuez les boys. Vous êtes capables de tenir la route. Vous autres, vous êtes capables. Vous aviez eu des crampes au match précédent. Ah, c'est incroyable. Ils l'ont fait. Puis c'est là que... Puis moi, je préfère voir le côté... Ben, pas je préfère, mais je veux voir le côté extraordinaire, tout ça. Piette et Saliba. Incroyable. Hallucinant, là. Et probablement... Dans ces 3 matchs-là, ils ont tenu ça à bout de bras. Mais ajoute-en une couche à ça. Parce que moi, je les ai trouvés les meilleurs de ces 3 matchs-là en fin de semaine. Et puis c'est au 3e de 3 matchs avec un déplacement. Je comprends que tu t'en vas pas virer à Austin, c'est Boston seulement. Mais le nombre de ballons que ces gars-là ont récupérés, tu sais, je parlais la semaine dernière, puis les gens trouvent que c'est un timeline, un échéancier qui est trop court. Moi, je suis désolé. Nathan Saliba, à partir du moment où il reste en santé, puis il reproduit des performances comme celle-là, là, il essaie. En Nouvelle-Angleterre, moi, j'ai vu un gars qui commence à essayer des choses, des passes à la volée devant. Puis je parlais avec David Sauvry, l'entraîneur adjoint de Laurent Courtois, il y a un mois ou deux, puis il disait, là, nous, là, notre job, c'est de faire comprendre à Nathan que sa mission, c'est l'avant-dernière passe. Ce qu'on nous dit toujours, Laurent Simon a dit ça, Samuel Piette a dit ça, ses entraîneurs ont tous dit la même chose. Nathan Saliba, une de ses grandes forces, c'est d'être capable il est coachable. C'est de rapidement appliquer des choses qu'on lui dit, qu'on lui demande. Depuis le départ de Mathieu Choinière, c'est un gars qui prend plus de responsabilités et le terrain que Saliba couvre, c'est phénoménal. C'est pour ça que moi, à partir du moment où il reste en santé, à partir du moment où il continue des performances comme ça, il partira peut-être pas en juillet prochain. Ce sera peut-être un Georgi Mihailovic où tu le vends à l'été pour le mois de janvier, mais je vois pas comment il n'y aura pas des grosses offres qui vont rentrer d'ici l'été prochain si Saliba continue comme ça. Il est phénoménal. Est-ce qu'il va y avoir assez de patines internationales canadiennes aussi? Parce que de la façon dont il joue, il retourne en octobre avec le Canada. Oui. En mars aussi. En janvier. L'an prochain, tu as la Gold Cup. C'est fini. Tu fais la Gold Cup. Ben, parti. Puis l'affaire, c'est qu'à partir du moment, je pense qu'il est un peu comme Mathieu Choinière, quand tu le mets avec des meilleurs éléments, il prend une coche. C'est pas là que tu vois ses limites, c'est le contraire. Non, Nathan Saliba, c'est phénoménal en ce moment. 2025. Veux-tu faire, parce qu'on est... ça fait un bout qu'on a commencé, veux-tu faire mes chances des séries? Vas-y donc. Écoute, mon algorithme tient la route pour de vrai. Il y a juste une petite variation. Toronto FC est en baisse. Parce que t'avais dit les 3 prochains matchs, on en a passé 2. Ouais. Gagner à la maison, c'est fait. Faire match nul sur la route, c'est fait. Là, il reste San Jose. Il faut absolument gagner la semaine prochaine à domicile. Puis après ça, tu as la séquence Atlanta-Charlotte. Mon algorithme met 1 point. Un match nul entre soit Atlanta et soit Montréal-Charlotte. Ouais, un match nul. Il faut qu'il soit à Atlanta. Pas nécessairement. OK. Puis, mon algorithme dit qu'au dernier match de la saison, parce NYCFC. que là aussi, les gens ils disent « Ah, on va faire les séries un peu plus où les chances sont augmentées. » Les chances sont encore contre le CF Montréal. Mais, puis il y a des gens aussi qui font « Ah, merde, hier, Philly a gagné, donc Montréal était 9e. » Mais Philly, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à Philly? En même temps, il sous-performait sur l'ensemble de la saison. Ouais, mais là, des 3-0, des 4-0, non, c'est incroyable. Bref, Philly serait 8e. Au dernier match de la saison, Decision Day, Philly c'est 8e à 40 points. OK? Ça, c'est le scénario présentement.
de mon algorithme. J'aime ça appeler ça un algorithme. Non, c'est parfait, ça. Toronto et Atlanta auraient 39 points, mais Toronto aurait fini sa saison. Parce qu'ils ne jouent pas au jour de décision à Toronto. Atlanta aurait 39, ils joueraient à Orlando par contre. Et Montréal aurait 38, serait seul à 38 au 10e rang. À la maison contre New York. Donc il faudrait que Montréal gagne NYCFC. pour 41 points pour passer devant puis pour gagner. Qui marque un penalty dans les arrêts de jeu, puis ça va dans quel sens cette année? Coccaro. Marque un penalty dans les arrêts de jeu. Mais il frappe la barre horizontale, ça rebondit, il saute puis il marque de la tête. Non, c'est il revole d'en face. Non, donne-y quand même un peu de crédit, là, de la tête. C'est un gars qui est solide. Hey, San Jose, ça s'en vient en passant. Facile? Ben là... T'es trop... ça fait trop longtemps que tu couvres le club pour dire... en même temps que tu couvres la MLS. Non, mais tu peux pas. Tu parles contre San Jose, oublie ça. Les séries, tu les mérites pas, là. Ouais. Hey, San Jose, c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu le plaisir de faire un match, c'était contre Tijuana, je pense, un match de Coupe des Ligues. San Jose a été... Écoute, ils ont marqué 4 buts en première mi-temps, je pense. C'était l'Inter Miami, Fred. Puis c'est devenu mon coup de cœur pour la Coupe des Ligues. Après ça, il y avait LAFC qui s'en venait. Finalement, ils se sont fait rosser. Là. Mais je te dis, là, c'est une des plus belles mi-temps de soccer que j'ai vu de toute l'année. Mais c'est une équipe qui va nulle part. Ça a été la première équipe de loin éliminée des séries. San Jose, il faut pas que tu gagnes. Il faut que tu écrases ça à domicile. Tu sais, Tom Bogert, c'est l'insider de la MLS aussi, a fait un truc sur Ebo Bissé qui dit cette équipe-là, je suis pas sûr que je vais revenir. Ebo Bissé, depuis le début de l'année, qui est plus avec San Jose, qui est dans sa tête, puis au match des étoiles, j'ai entendu son nom 1000 fois. Là. Il était chopé, comme on dit, il était magasiné à gauche, à droite. Personne n'a trouvé d'entente, mais ça allait tout croche au début de l'année à San Jose. Fait que, bon. Hey, je parlais de marquer de la tête ou jouer de la tête tantôt. Jules-Anthony Vilsain, la semaine dernière, moi, je suis un fan du profil qu'il peut apporter parce qu'il n'y en a pas beaucoup des profils comme ça. Je suis un gros fan aussi de la confiance que Jules-Anthony avait quand on le faisait entrer l'an dernier, puis qu'il n'y avait aucune raison d'être le gars un peu cocky qui se présente. C'était contre Toronto qui a marqué... si je ne me trompe pas. Ouais. Bref, il arrivait avec la confiance d'un Joseph Martinez. Puis moi, ça, je trouve que c'est une des choses qui étaient les plus intéressantes avec lui parce que tu as besoin de ça comme attaquant. Puis tu as encore plus besoin de ça, je pense, comme attaquant québécois. On s'en parlait la semaine dernière pour convaincre les gens que, hey, moi, je suis capable de m'imposer puis de devenir, si c'est pas une star, un rouage important de votre équipe. En même temps, il y a eu des problèmes de commotion cette année, right? Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais ça va pas, là. Ça va pas, puis physiquement, je sais pas s'il y a un pépin physique. Tu sais, moi, je fais presque abstraction de la performance à ce moment-ci. C'est presque mets pause, aie une discussion avec lui, peut-être mets un nouvel objectif pour 2025, si tu peux l'utiliser là, pour des miettes de match d'ici là, mais il y a quelque chose qui va pas avec Jules-Anthony Vilsain. Son intensité, en tout cas, était nulle. Non, mais ça marche pas. Puis, je veux dire, c'est pas... En Nouvelle-Angleterre, j'entends. Exactement. Puis, le match d'avant, tu l'avais fait rentrer comme titulaire contre qui déjà? Puis ça faisait 1 mois et demi, 2 mois, ça faisait une éternité, bref, qu'il n'avait pas joué. J'avais eu la discussion avec Sidney Faux qui me disait, il a été super à l'entraînement, puis si les gens avaient vu ça, on aurait compris sa titularisation. Peut-être, mais il était passé à côté de ce match-là. Puis moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, pour une raison ou une autre, ça devienne ça, le benchmark, pour le juger à partir de maintenant. Parce que tu peux pas d'abord justifier sportivement des performances comme celle-là. Il n'a clairement pas été aidé de jouer avec Coccaro puis Opoku. Jouer à l'extérieur, le terrain est pourri en Nouvelle-Angleterre, je comprends. Mais moi, en fait, c'est une préoccupation plus qu'une critique parce que c'est pas la moitié du Jules-Anthony Vilsain qu'on a vu à son arrivée ou peut-être même au début de l'année. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je sais pas à quel point de la commotion, justement, entre. Parce qu'il y en a des gars qui sont passés par Montréal où on s'est posé cette question-là. Bakary Soumaré, on se demandait... Non, mais hey, il était défenseur. Tu as raison. Soumaré, je vois pas... Tu as été un des premiers à me dire « Hey,
C'est-tu moi ou comme défenseur? Puis Bakary Soumaré faisait 6-4, 6-5, si je me trompe pas. Je suis jamais à la tête du ballon. Puis il y avait eu des gros problèmes de commotion. C'est pour ça que je te dis, c'est une préoccupation plus qu'une critique parce qu'il y a quelque chose qui marche. Il y avait d'intensité et d'intelligence. Pour compenser. Oui, mais ça, c'est l'âge aussi, peut-être. Oui. L'expérience. L'expérience, assurément. Il y avait assez d'expérience justement pour, au marquage, aller déstabiliser l'adversaire juste avant. Fait que il défendait, somme toute, assez correctement. Bon, bref, t'en as-tu des points d'interrogation? Je veux pas être non plus pour Jules Anthony. Il y a ça, il y a faire le ménage, je dis justement, prendre un peu de recul, parce que c'est inacceptable, puis c'est pour ça qu'il a été dans les estrades aussi, je pense. Mais tu dis faire le ménage, moi je veux juste être très très clair, là. Je suis pas en train de dire il faut que Jules Anthony Vilsaint dégage. Au contraire, c'est parce que moi je vois encore... Ça c'est possible, mais... Je sais pas s'il y a un ménage dans sa vie, mais bref, avoir la tête claire aussi par rapport à ça. Antoine Guldner, là... Ouais. C'est un autre élément qu'on néglige qui était là à l'époque avec Wilfrid Nancy. C'était le préparateur mental dans le temps où j'étais à l'académie qui s'occupait des équipes de jeunes et passé éventuellement avec les pros. Est-ce que ça en prend un? Surtout au CF Montréal, un préparateur mental? Je sais qu'il y en a un dans le Rolodex. Je sais pas s'il est là. Ça veut dire quoi, ça? Tu l'appelles sur demande pour une prescription? Ouais, c'est ça. Tu le pages, puis il arrive. T'es-tu sérieux? Non, mais je pense que oui, ils ont accès, ils ont je sais que possibilité accès, mais je sais pas si on en est là en même temps. Mais moi, c'est pas la pièce, c'est un gars qui fait partie du staff. Je veux pas être gros jambon aussi qui dit va dans le gym, mais en même temps... Jeune Anthony Vilsaint. Non, mais muscle ton jeu. C'est ça... Muscle ton jeu, il va falloir qu'il muscle son jeu, c'est sûr. Et ça, moi, ça me rentre pas dans la tête si tout est correct physiquement, que ce soit à ce point-là léger. Parce que t'es pas obligé d'être le plus gros pour mettre un coup d'épaule ou pour te planter les deux pieds en envoyant un message à la défense adverse. Tu me bougeras pas. Je veux dire, là c'est léger. C'est léger dans l'effort, c'est léger dans les ballons qu'on arrive à gagner, c'est léger dans les ballons qu'on perd. Puis bref, moi, pour protéger le futur, je pense qu'il faut peut-être prendre un petit pas de recul dans l'immédiat en ce qui le concerne. Ouais. Il était super bon l'entraînement, mais est-ce que tu le fais quand même après 1 mois et demi aussi? Est-ce qu'on le place dans des bonnes dispositions? Fais-tu rentrer ton gars même s'il t'arrache à l'entraînement? Non, mais là, de toute façon, là, à partir du moment où maintenant, puis on va passer à la deuxième portion de show après, à partir du moment où, depuis la pandémie, tu as 5 changements, tu as une cartouche gratuite à la mi-temps. Moi, c'est pour ça que la décision de faire changer 5 joueurs du 11 de départ de Charlotte en Nouvelle-Angleterre quelques jours plus tard, pour mettre des gars qui ont pas collé 2 matchs de suite depuis une éternité, Kwadwo Opoku avait pas joué 60 minutes. Il a joué 62 minutes, c'est son plus haut total cette année. Une fois dans toute l'année. Mais est-ce que lui ou Caden Clark a le meilleur 60 minutes dans les jambes? Tu sais, je sais pas. Puis là, ça devient du débat. J'ai pas le data non plus. Mais moi, je trouve qu'il y a des fois des gains marginaux que tu pourrais aller chercher avec cette façon-là d'utiliser tes 5 changements. Moi, je suis pas un grand fan de dire je fais rentrer quelqu'un pour les 45 premières minutes puis je le débarque à la mi-temps. En même temps, si c'est celui qui te donne le plus de chances de te mettre à l'abri ou de survivre à une mi-temps sur la route, par exemple, je pense que ça vaut la peine de considérer. Ça aurait-tu de ça? J'ai rien d'autre à dire. Je suis rendu au bout, oui. MLS en 2027, ça va ressembler à quoi? C'est ce qu'on regarde dans un instant. Au fond des filets, le podcast. Frédé L'Auteur a été occupé dernièrement avec Québec Soccer. Ça fait combien de temps que tu as recommencé ou commencé à écrire pour Québec Soccer? J'ai commencé. Mais il y a des années, tu n'écrivais pas pour Québec Soccer? J'avais ce souvenir-là. Non. Moi-même, j'ai peut-être oublié. Non. Mais c'est quand t'es Même pas comme Ghostwriter. Québec Soccer, en passant, ils font une sacrée job. Ah oui, j'en ai parlé jeudi dernier. Un super job. C'est le nouveau qui est sorti. Quentin m'a demandé des fois d'écrire dedans. Je le fais avec plaisir. Puis je le fais avec des sujets, justement, qui m'intéressent. Puis des façons de le faire aussi intéressantes. Je pense qu'il voulait un peu plus un commentaire de ma part, un éditorial. Je vais un peu plus dans la réflexion, ou du moins... J'essaie de tracer
des portraits de ce qui importe chez les dirigeants, entre autres, du CF Montréal, puis ce qui importe dans la Ligue aussi, sans nécessairement avoir un jugement trop personnel. Fait que voilà. Je sais pas si... En fait, en gros, ce que je veux dire, je suis pas sûr si Quentin est vraiment satisfait de mon travail, mais ils font un sacré travail. Il y a des super bons textes cette semaine. Mathias Van Alst a fait une bonne affaire sur les règlements. Éric Chenot a fait une bonne affaire sur les Canadiens de Montréal, version soccer. C'est sur l'histoire du soccer, entre autres, au Québec. Vraiment top. Puis, tu as dit Mathieu Choignard. Oui, Mathieu Choignard, j'en ai parlé. Hey, Mathieu qui a marqué en fin de semaine. De la tête. As-tu vu sauter? Sur corner. Sa détente? Hein? As-tu vu sa détente? Écoute, il avait l'air très détendu, oui, absolument. Hey, d'ailleurs, la petite célébration avec les oreilles tendues à la Nacho Piatti, là, c'était pourquoi ça? Faut-tu que Grasshopper le paye aussi? Je sais pas, je présume que ça a été fait. Il réouvre son contrat? Attends 2 secondes. As-tu vu l'affiche? Attends, je vais commencer par le commencement. Nacho Piatti, son fameux but avec les oreilles tendues comme ça, là, c'était pour son contrat? Il est en train de dire « Hey, qu'est-ce que vous avez à dire? » C'est sur l'affiche. Hey, sais-tu l'ironie de toutes les ironies que son poster pour le mur de la renommée qui a été donné, ma fille en a un dans sa chambre, là, c'est la photo où il est en train d'envoyer une pointe au club. Je présume que la personne qui est en charge du montage était peut-être pas au courant du backstory, mais c'est quand même... il y a quand même quelque chose de beau, là, non? Mon article de Québec Soccer. Tu veux pas en parler? Non, mais j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Non, c'est parfait. De quoi va avoir de l'air la MLS en 2027? Ça, c'est le blog. C'est le blog qu'on fait, OK? Ouais. Allons-y. C'est parce qu'il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre Coupe du Monde puis une fenêtre Messi, OK? Oui. C'est-à-dire que Messi, son contrat a fini en 2025. Il va-tu prolonger ou pas? Bref, il y a une autre année pour le CF Montréal, puis toutes les autres... Il y a une année d'option pour 2026 avec Messi, right? Je suis pas sûr. Ah, je pensais ça, qu'il y avait la possibilité c'est typique qu'il y ait des contrats MLS 2+1, mais je pense pas que c'est un contrat naissant. Lui, c'était pas 1+4 qui signait comme les recrues? Messi, donc... Parce que là, il faut battre le fer pendant que t'es chaud, parce que t'as des... parce que faut faire quoi quand tu vas dégriser, tu vas... tes abonnés de saison, puis la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde a augmenté à peu près de... Je le dis dans l'article, l'intérêt du soccer en Amérique du Nord d'à peu près 30%. Fait que tu as une locomotive aussi. Puis la MLS, en sortant de la Coupe du Monde 2026, va avoir de l'air... En fait, va être différente. Mais il y a aussi... et chez les propriétaires aussi, j'ai parlé à quelques-uns, du moins des Chief Operating Officers, tu sais. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis il y a peut-être de l'injection d'argent ou un accélérant à avoir, parce qu'on est justement dans une... Il faut surfer... Avant 2027 ou en 2027? Dans la fenêtre, en ce moment, jusqu'à 2027, il y a une fenêtre d'opportunité dont il faut profiter. On va en profiter coûte que coûte, ultimement, parce que là, 15 000 abonnés de saison, au pire, ils reviennent pas, ces abonnés-là, à Montréal, mais on aura fait 2 ans à 15 000. Non, mais il faut pérenniser ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais viens me dire, tu as toujours été le premier à dire, Fred, le Stade Saputo, l'essayer, c'est l'adopter. Ouais, mais ça... On s'entend qu'il y a des ajustements, des améliorations à apporter au stade. Ça a été largement compliqué par la réalité du mais stade les améliorations, pas pour des... parce que c'est le revenu. Les améliorations, parce qu'en ce moment, c'est le fun, s'il reste de même. Ouais, mais dans un monde où il faut que tu augmentes tes revenus, non, je sais. C'est tes loges, notamment, mais tout ce que je veux dire, je veux juste revenir à quelque chose d'encore plus terre à terre. Tu les as vendus. Tu les as tous vendus, tes billets de saison. C'est vrai que Messi, ça a été l'accélérant de tous les accélérants. Mais combien de personnes, il y en a qui ne vont pas renouveler, c'est clair, mais tout le monde qui a acheté ou qui a été motivé par Messi va redonner ses billets de saison? Et tu les fais tous, les matchs au Stade Saputo. Combien de fois tu t'en vas au métro ou tu retournes dans ta voiture ou tu marches jusqu'à la maison si tu habites dans Schlag, puis tu te dis, j'aurais fait autre chose, moi, ce soir, que de passer ma soirée au Stade Saputo. Le spectacle était pourri, j'en ai pas eu pour mon argent. Je suis désolé. Cette idée-là que une fois que Messi va s'en aller, tout le monde, parce que c'est souvent
Cette année, t'en as eu pour ton argent, c'est ça que tu dis. À chaque fois que tu vas, t'en as pour ton argent. Depuis des années, depuis le retour de la pandémie, à domicile au Stade Saputo, en termes de spectacle sur le terrain. Là, après, tu peux chialer sur les hot dogs, tu peux parler des ultras qui étaient là. Je comprends, il y a plein de trucs que tu peux prendre à la pièce. Mais de manière générale, là, l'amateur moyen qui a acheté des billets de saison cette année, moi, je suis pas certain que son réflexe, dès le jour où Lionel Messi dit « je prends ma retraite », c'est de dire « reprenez-les vos billets de saison, ça m'intéresse plus ». Moi, je pense que ça... Non, mais je pense que c'est une nuance importante à apporter parce que ça va d'amener ça à un autre niveau. Il va falloir peut-être de la rétention, mais moi, je pense qu'il y a une quantité beaucoup plus impressionnante de gens qu'on pense qui vont avoir essayé ça régulièrement, plus régulièrement que d'habitude, puis qui vont dire, tu sais quoi, je suis bien servi. Non, puis c'est ça. C'est l'accélérateur, puis il faut continuer là-dessus. Puis je pense que ça peut pousser la Ligue par en haut. D'ailleurs, dans l'article, je parle des sources de revenus pour le CF Montréal, potentiel aussi. Le stade, on en a parlé, il n'y aura pas de rénovations visiblement à court et moyen terme. Alors, tu peux augmenter les revenus au stade, mais je pense que c'est limité, contrairement au fait que si tu bâtissais une autre tribune du côté nord aussi, puis t'ajoutais des loges, puis t'ajoutais des clubs, puis des trucs justement pour les VIP aussi qui t'apportent beaucoup. Tu peux vendre Nathan Saliba. Tu peux vendre... Non, mais c'est ça. Mais non, c'est un peu ça que je dis dans l'article aussi. C'est qu'à un moment donné, les gros revenus, ça pourrait être dans la... En fait, ça devrait être dans la vente des joueurs parce que les billets, tu as le billet le plus... un des moins chers de la MLS aussi. Ça, c'est quand même... On pourrait dire... Surtout ton billet de saison. Oui. Puis ça, c'est quand même dans une certaine mesure cool aussi. Tu dis, c'est l'offre et la demande, puis des affaires comme ça. Oui, mais souviens-toi, à l'époque, quand Joey Saputo avait dit, on est les meilleurs pour vendre des billets de groupe, mais on ne fait pas d'argent avec les billets de groupe. Donc, le stade est plein, on est heureux, mais on n'est pas heureux de la quantité de revenus qu'on fait sur ces matchs pleins-là. Donc, je présume que fais-tu une nuance entre le message que tu envoies au public par rapport à ça et ce que tu penses vraiment des revenus que tu fais? Je suis pas sûr de te tuer. Mais, non, mais dans le fond, que je veux juste dire que si je suis un amateur montréalais, c'est pas... les prix sont pas hors norme. Puis des fois, je pense que le club ne veut pas s'en vanter parce qu'il y a un rapport aussi d'offre et de demande. Ils peuvent pas monter les prix tant que ça parce que je sais pas si la demande va suivre non plus. Mais en même temps, si je suis un partisan, si je compare au reste de la Ligue, il y a des équipes aussi poches, même pires, dont le billet vaut plus cher aussi. C'est clair. Ça, ça part de respect. Puis, tu sais, on parle de... Ce qu'ils n'ont pas dit cette année, tiens, tu vas dire par rapport à Messi encore, ce qu'ils n'ont pas dit dans la semaine précédente Messi, c'est qu'ils n'ont pas... Les abonnés de saison, puis tout le monde a eu la chance d'acheter un billet pas trop cher. Là, il y a des gens, puis moi, je suis allé à la LCN qui me disaient « Hey, sur le bord des billets, c'est 10 000 $ pour Messi, c'est fou, ça? » Mais... Oui, la semaine d'avant, puis à un moment donné, mais si vous étiez réveillé un an d'avant, vous auriez pu avoir des billets de saison où les prix n'ont pas été jackés parce que Messi était là. Ouais. Puis ils ont été très fair, très gentils, très fair, je pense que c'est ça. Puis je pense que ça les honore. Puis je sais pas s'ils le disent pas assez, mais ça n'a pas été beaucoup dit par rapport à ça. Ouais, mais par rapport à Messi... Olivier Renard a quand même quitté la semaine avant Lionel Messi. Non, mais c'est aussi. ça. Ça s'est peut-être perdu. Oui, peut-être. Mais est-ce qu'il l'aurait dit pareil? Bonne question. Parce qu'ils disent-tu, entre autres, moi, c'est une autre affaire, on parle de communication, ils disent-tu que le CF Montréal, c'est une des entreprises qui investit dans l'Est de Montréal? Ah oui, c'est clair. Qui est longtemps, qui est encore négligé. Puis, écoute, ils ont revitalisé un centre d'entraînement qui était un centre... Le centre Nutrilait et le stade Saputo sont débarqués avant Fuego. Là. Non, c'est ça. Puis ce sont des installations importantes pour l'Est. Puis moi, si j'étais le CF Montréal dans les circonstances... D'ailleurs, une circonstance où tu te dis, peut-être que la ville me taxe un peu plus... Je dirais aux gens, j'insisterais en disant « Hey, la gang », puis j'en serais fier aussi. Pas certain qu'ils sont tous fiers non plus d'être dans l'Est. Bon, fait qu'en 2027, il se passe quoi? Non, ouais, je pensais qu'on pouvait faire... C'est ça le côté le fun, là, mettre un peu de fun là-dedans. Là. Oui, non, mais là, on est... Depuis tantôt. Toi, les pommes des prédictions pour 2027. Parlant de fun, les pommes hier, c'était comment? Des prédictions pour 2027. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver en MLS pour 2027? T'aimes pas ça aller aux pommes? New York va avoir un nouveau stade en 2027, OK? New York, oui. New York, tout le monde va voir. C'est pas du breaking news, là. C'est juste factuel. Non, mais là, à mon donné, là, en ce moment, tu sais, mettons, Messi, tu aurais dit, viens à New York. Puis, tu sais, c'est un gros marché, New York. Tu vas jouer au deuxième. Tu vas jouer de 9. Puis, écoute, tu peux voler les buts quand tu veux. Non. Pep Guardiola à New York. Entraîneur du NYCFC en 2027. OK,
t'as été bon de qualifier entraîneur du NYCFC, parce que je t'aurais dit pour un match hors concours de passage... Pep Guardiola à New York, puis en y pensant, en m'en venant, je me disais, ah non, qu'est-ce qui serait mieux encore? Parce que qui a un contrat avec Adidas aussi? José Mourinho. Je dis à New York, mais en même temps, c'est Ferran Mourinho, il est où, Soriano. à LA ou à Miami? T'as vu les deux dans l'Est? 2027, ma prédiction, je vais la biffer up en ce moment. Guardiola à New York, Mourinho à Miami. Ou Chicago, si Miami... Mais Mourinho à Miami. Chicago? Ben oui, mais Chicago, c'est le géant qui dort. Là. Il y a de l'argent, puis c'est le 3e marchand d'importance aux États-Unis. Il va falloir faire quelque chose avec Chicago. Pour l'ensemble de la Ligue, il va falloir faire marcher ça, Chicago, à un moment donné. Là. En tout cas, bref. Ouais. Guardiola à New York, Mourinho à Miami. Est-ce que Guardiola a la patience de faire ça? Il va avoir 56 ans. Ben oui, il est allé. En 2020. Il est allé à New York dans son année sabbatique. Il a adoré ça. Oui, attends une minute. Là. Il a aussi pigé des idées en championnat mexicain quand il est allé finir sa carrière là. C'est une autre réalité complètement que de venir... Son exigence tactique, je sais pas, il est peut-être plus pédagogue que Thierry Henry, là, mais Thierry Henry a trouvé qu'il partait de loin en s'il vous plaît avec plusieurs gars. Mais il fait quoi après, Guardiola? T'as raison. Il fait quoi, mettons, pour... Parce que là, je rêve, là, mais il fait quoi? Samir Nasri débarquer, puis il est pas content parce qu'il y a 3 livres de trop. Imagine, là, tu débarques en MLS. Oui, mais puis, mais c'est pas... Ça se professionnalise, puis ça va se professionnaliser encore. En fait, moi, c'est pour exécuter... Il va avoir un pont d'or aussi, parce que ça va être un truc... Parce que New York... Mon point, c'est que New York va vouloir, à un moment donné... Marquer le coup. Oui, parce que NYCFC recrute bien. Regardez les jeunes qui sont là, sont top quand même, les jeunes. T'as raison. Mais ils ont tous 21, 22 ans, puis c'est pas une équipe extraordinaire, NYCFC. 2027, là, ils vont, j'ose croire, passer à une étape supérieure. Ils vont dépenser plus, puis ils vont sûrement amener quelqu'un, tu sais, puis à ce moment-là, tu te mets à chercher, tu dis, qui vient? De Bruyne? Neymar? Mais tu te dis, pourquoi? Neymar à New York, ça marche pas, ça. Non, mais c'est ça, mais tu te dis, pourquoi? De Bruyne? Tu dis, Guardiola à New York, le gars, il est allé, il aimait ça. Puis Mourinho, les deux gars, tu sais, c'est à dessein que je fais ça. Mourinho est plus peut-être carriériste en ce sens, mais il est avec Adidas. Mourinho, là, son image de marque, son branding, sa durée dans le monde du soccer, puis sa durée lucrative dans le monde du soccer, là, après la Turquie, là, il fait quoi? Il va où? La MLS, c'est top. Combien de temps avant que ça explose? 3 ans, mais c'est correct. 3 ans? Tu parles de la MLS ou de Mourinho puis ses relations en Turquie? Mourinho puis ses relations. Mais ça marche. Là. Mourinho, il passe 1 an et demi. Ils veulent l'expulser. Ils courent après avec littéralement. Ils chassent là, de Turquie. Puis finalement, ça tombe en 2026. Il est commentateur pour CBS Sports ou il est commentateur aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Puis après, il prend un meeting avec David Beckham puis le reste. Puis il devient coach pour 2 ans et demi. Le CF Montréal joue contre l'Inter Miami en 2027. José Mourinho sur un broadcast call avant le match. Love it. Ta première question, c'est quoi? Je pose pas de question, je bégaye. Je suis juste content, je prends des photos, des captures d'écran. OK, c'est ça ma prédiction. As-tu une autre? Pep Guardiola. T'en as-tu une autre ou moi, j'en ai une qui est plus expansive. De quoi la MLS va avoir de l'air en 2027? Ouais, mais c'est ça. En fait, je me suis projeté de manière plus large. Moi, Marc Dos Santos est sélectionneur canadien en 2027. Puis, parce qu'à un moment donné... Parce que March s'en va après la Coupe du Monde. Les propriétaires de MLS, là, justement, quand ils vont avoir à investir dans leurs effectifs, je pense qu'ils vont dire ça va être correct de payer le coach national. Ouais. Puis, Canada Soccer ne sera pas rendu à un point où les coffres vont être assez renfloués pour être capable de payer la totale. Je pense qu'on va vouloir se recentrer parce que c'est souvent le balancier. On l'a vécu à Montréal. On veut un Européen, on veut un Américain. Marc est en train de rater pour ça un peu son timing. Pas rater, mais à court terme, son timing. Parce que Dos Santos avait des touches en Portugal, Arabie Saoudite, je pense. Mais 2027, c'est juste assez loin. Je suis d'accord avec toi, mais tu as besoin d'1 an, 1 an et demi à quelque part où ça se passe relativement bien, puis après, l'opportunité se présente. Okay. Marc Dos Santos, moi, je le vois sélectionneur en 2027. Dans les 30 prochaines années, le pourcentage de voir Marc Dos Santos à la tête de la sélection canadienne, tu l'évalues à combien? 75%? Ouais. Ah ouais, ouais. C'est comme sûr. Mais c'est parce que Marc va savoir se positionner
C'est un gars qui est très intelligent dans sa com. Puis c'est pas un machiavélique, là, ce que je dis là. T'en as besoin. C'est, entre autres, ce qui a joué contre Mauro Biello, je trouve, au cours des dernières années. Tu sais, la vie de Wilfried Nancy a changé quand il est allé chercher son agent ou a changé d'agent, je me rappelle plus trop. Je pense que Marc est très stratégique par rapport à ça. Puis il va être capable de faire bouger les bons pions au bon moment. Puis c'est que, écoute, on lui avait posé la question, on était les deux à TVA Sport, si je me trompe pas. Puis Marc, on lui avait demandé quand il était, je sais pas si c'était au Brésil ou je sais pas trop quoi, est-ce que tu vas coacher l'équipe nationale un jour? Il a dit oui, mais c'est pas le moment. À chaque fois que moi j'ai la conversation avec lui, la réponse est la même. Oui, mais c'est pas le moment. 2027, moi je pense que ça va commencer à l'être. Ouais. Oh, OK. Toujours, la MLS, de quoi va avoir de l'air la MLS en 2027. C'est moins sexy, là. Je sais pas si Jacob va pouvoir le découper comme clip, mais tu sais, en ce moment, si tu découpes entière les équipes de MLS, c'est-à-dire celles qui dépensent le plus, celles qui dépensent, en 3 tiers, les plus dépensiers jusqu'au moins dépensiers, en ce moment, dans le dernier tiers, il y a une majorité d'équipes qui font une série. C'est possible encore de ne pas dépenser beaucoup puis d'être compétitif en MLS. 2027, cette tendance-là va clairement aller à la baisse parce que tu vas avoir des équipes qui vont dépenser puis que de la façon dont ça se professionnalise puis ils sont de mieux en plus intelligents, les différentes équipes intelligentes, il y a de moins en moins... Il va falloir que cette aberration-là, qui existe rarement ailleurs dans le monde du soccer, le dernier tiers, il y a beaucoup moins d'équipes. Et ça va être une tendance d'autres qui ne feront pas les séries éliminatoires. Parce que, puis à part de ça, je le dis, attention, c'est dans l'Est. On va parler de New York, Miami, Toronto, qui dépense encore, puis je pense qu'il va continuer à dépenser malgré le changement de propriétaire récemment. Caroline, David Tepper, Atlanta. Là, tu as 5-6 équipes qui sont parmi ceux qui vont dépenser, qui sont dans l'Est aussi. Fait que ça va faire de la pression sur moi. Moi, j'abonde dans ce sens-là parce que j'étais au 5 à 7 RDS la semaine dernière, puis au sortir de l'intronisation de Nacho Piatti sur le mur de la renommée, c'est Yannick Bouchard qui m'a demandé est-ce qu'on va en avoir un autre Nacho Piatti à Montréal? Puis j'ai dit à moyen terme, tu vas être obligé. Puis ce ne sera pas pour qu'il soit ton gars qui t'amène jusqu'en finale de l'Est ou ton gars qui t'amène jusqu'en finale de la Ligue des champions CONCACAF, ça va être rendu le minimum syndical pour faire les séries. Sans ces gars-là, tu n'y arriveras plus parce que tu as des équipes comme Columbus, par exemple, qui vont être capables de perdre des ailes à Ryan, mais de continuer parce que c'est tellement bien construit. Je pense qu'un aspect qu'on néglige peut-être aussi, c'est l'augmentation monstre en qualité des directeurs sportifs. Partout en MLS, tu as des gens qui savent construire un effectif, puis tu en as d'autres, des clubs, qui savent pas comment construire un effectif comme il faut. Je pense que Chicago, c'est un des meilleurs exemples de ça. Donc, moi, je suis d'accord. À terme, si tu n'investis pas dans... Tu sais, si tu n'as pas ton Victor Wanyama et le salaire que tu lui donnes depuis des années au bon endroit sur le terrain, en l'occurrence en attaque surtout, faire les séries va devenir une tâche monstre. Il va falloir que tu sois phénoménal dans toutes les autres facettes, puis il n'y en a pas beaucoup des clubs qui vont être capables d'y arriver. En 2027, Christian Pulisic joue pour le LAFC. Pour le LAFC? Oui, parce qu'il vient de finir avec l'équipe nationale américaine. Il va bien à Milan, là, quand même. Oui, mais en même temps, encore là, pour lui, il arrive aux États-Unis, le soccer a techniquement pris 30%. Il y a un marché encore. Tout le monde a entendu parler de lui ad nauseam dans les reportages de la Coupe du Monde. Son nom et sa pénétration est encore plus grande. LAFC. Parce que ça revient à... As-tu le commentaire de Thierry Henry avec Mike Grella la semaine dernière? Ouais. Il disait, à l'époque, quand je jouais, en 2014, les Américains de la MLS étaient meilleurs que les Américains de la MLS en ce moment. Puis ça m'a un peu pris par surprise parce que c'est vrai. Ben, va te faire... c'est qui les meilleurs Américains en ce moment en MLS? Il n'y en a aucun Américain de MLS qui a joué à la Copa América, je pense. Pas de minute pour le joueur de MLS. Oui, mais justement, moi je pense que c'est ça le facteur dont Thierry Henry parle pas. C'est que les Brandon Aronson de ce monde, ils restaient en MLS. Ils étaient comme juste une petite coche en dessous du seuil qui est nécessaire pour passer de l'autre côté. Ils sont revenus aussi. Ils sont revenus. Ouais. Dempsey est revenu, c'est sûr, à un moment. Michael Bradley est revenu.
Ouais, mais cette génération-là n'a pas eu le temps de revenir Landon encore. Donovan? Non. Mais je pense que c'est ça. Moi, je pense Mais que les Brandon Aronson, ils vont venir. Moi, je pense que Tyler Adams. Moi, je pense que McKinney et Pulisic reviennent en 2027 parce que c'est lucratif pour c'est eux. ça, mais Ils vont faire leur effort de guerre aussi. Mais moi, je pour pense la que MLS. Thierry Henry, moi, je MLS, suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense que c'est une question de cycle. Puis là, il est comme en train de regarder au milieu d'un nouveau cycle. Puis l'autre aspect, c'est que peut-être que tu étais prêt à payer des joueurs américains davantage à l'époque que tu vas le faire maintenant, parce que je pense que les gens se sont habitués à avoir un Brandon Aronson en début de carrière. Tu sais, Philadelphie, là, c'est vraiment un excellent exemple de ça. Tu as besoin d'un équilibre entre les deux, mais les gens vont accepter d'avoir une pépite qui quitte par la suite si ça veut dire que le produit sur le terrain est bon. Maintenant, en MLS, tu commences avec... Tu sais, les Red Bulls, le départ de Thierry Henry, c'est justement un point de bascule vers on va commencer à former des jeunes, on va beaucoup se fier sur notre académie. Est-ce que les Red Bulls sont moins performants depuis ce temps-là? Non. Donc, peut-être que tu as certains visages qui sont moins en vue, mais ça, c'est la réalité d'une business qui a changé. Tu mettais de l'avant les visages avant le produit. Là, tu mets de l'avant les produits avant les visages. Mais là où ce que tu dis est intéressant, en 2027, peut-être que tu es rendu à avoir le meilleur de ces deux mondes-là, parce que tu as toute une génération de joueurs américains qui vont vouloir revenir en MLS. Non, puis ces gars-là aussi, Pulisic, là, après le AC Milan, moi je le trouve bon, là, mais il va où après? Ah ouais. Tant qu'à aller... C'est la même réflexion que José Mourinho. Là. Exactement. Ouais. Mais Mourinho, c'est une autre affaire, parce que son étoile pâlit, je pense que c'est... Mais Mourinho veut, il l'a dit, hein, jusqu'à 70, 75 ans, il a besoin du sport aussi. Fait que bon, moi je le vois, puis j'insiste, ça va être lucratif et pour Pulisic et pour Mourinho. Déménagement, sais-tu combien de temps j'ai, Vas-y. Jacob? Encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Déménagement? Ça déménage avant de se rendre à 32? Moi, ça sera en 32. Non, ça déménage. Non, moi, ça sera en 32. Vegas, Indianapolis. Vegas, certain. Moi, c'était un de mes points. Ça, c'est clair. Vegas, Détroit. Moi, je pense que tu te rends en 32. Ouais. Pourquoi tu déménagerais? Mais parce qu'il y a des... Si tu me dis que tu es rendu à 32 en 2027 et que tu déménages, OK, je suis prêt à acheter ça. Tu restes pas à 30 jusqu'en 2027 pour en déménager à ce moment-là. Pourquoi pas? Parce que tu te rends en 32, je pense que tu as trop d'argent à rentrer dans les coffres, tu as encore trop de marchés qui seraient intéressants. Tu as probablement 3-4 marchés qui seraient potentiellement intéressants. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a rien qui... En même temps, tu as augmenté tes revenus. Tu ferais pas les deux? Mais c'est parce que tu augmentes tes revenus, mais en même temps, il y en a qui tirent de la patte. Ouais, mais... Fait que, puis pour t'améliorer, tu sais, souvent, ils disent ça aussi, dans un 11 de départ, pour t'améliorer, t'améliores pas ton meilleur joueur, t'améliores ton pire joueur. Ouais. Puis non, mais moi, ce que je te dis, ouais, mais ce que je te dis, c'est que tu vas pouvoir faire la même affaire si tu es à 32. Ce qui soutient ton affaire, c'est qu'il n'y a pas la manne, l'expansion, c'est encore de l'argent que tu redistribues. Et puis avant la Coupe du Monde, imagine, là, tu es là, tu es en train de faire le tour des États-Unis, en train de dire, hey, toi, là, 2026, tu peux faire partie du party. Tu vas chercher combien de plus? Tu le disais dans ton article, là, le CF Montréal est rendu à combien? 400 en termes de revenus? En valeur? 400, ouais, c'est ça, 400 millions. T'es Vegas en ce moment, tu dis on va déménager. D'abord, tu déménagerais qui? Là, tu vas commencer à inquiéter les fans du CF Montréal. Non, mais les deux équipes qui... Non, justement, écoute, Montréal pourrait être dans cette discussion-là, parce que, notamment, la première affaire, c'est le dollar canadien, moi, qui m'inquiète beaucoup en tant que... Oui, avec raison. Pas qui m'inquiète en tant que citoyen, qui m'inquiète surtout en tant que citoyen de la MLS. Mais... On peut pas demander quelque chose comme les green cards, ça d'ailleurs? On peut pas avoir une compensation pour... Il n'y a pas de mécanisme pour nécessairement mitiger le fait que les trois équipes ont des revenus en canadien puis doivent payer à la Ligue. Le GAM, c'est de l'argent que les propriétaires ont payé, dont M. Saputo, qui est comme redistribué aussi. Les gens pensent que c'est de l'argent d'allocation, c'est de l'argent de Monopoly, mais c'est juste... Tu payes à la Ligue, puis la Ligue paye tes joueurs, dans le fond. San Jose et Colorado. C'est de loin les deux équipes, quand on parle de déménagement. Puis en même temps, ils veulent pas quitter Denver, ça c'est sûr.
Mais Stan Kroenke puis tout ça, cette concession-là... Et puis les fans au Colorado, là, c'est super cette année. Je comprends pas comment ils ont réussi. Georgi Mihailovic, on vous salue bien bas parce que c'est un 180 degrés total. C'est une équipe catastrophique l'an dernier. Ouais. Mais les fans ne sont pas contents. Hein? Kroenke était pas là. Moi, je me souviens, j'étais là à la fin de l'année dernière, en septembre, quelque chose comme ça. Puis le propriétaire n'a pas été vu... ne serait-ce que proche du stade de l'année, les gens étaient vraiment, vraiment irrités. C'est un stade qui est relativement loin du centre-ville aussi. Là. C'est ça. Oui, quand même. Hein. C'est ça, c'est un stade un peu au milieu de nulle part. Mais c'est très Colorado. Je sais, pour avoir parlé à quelqu'un de la Ligue, qu'on veut garder Denver aussi, parce que c'est un gros marché. C'est un marché intéressant. Puis San Jose, écoute, t'es aussi en proximité de San Francisco. Mais San Jose, c'est peut-être aussi une des équipes dans le marché. Tu te rends à 32, tu rentres Vegas, puis après ça, ils se battent. Rumeur de conflit de travail? Convention collective 2028? 2028? Les joueurs ont l'impression de s'être fait un peu brasser. Sur la dernière... On se rend compte qu'ils n'ont peut-être pas... ils vont peut-être vouloir, justement, refaire d'autres games aussi. Je sais pas. Ça va être à négocier. 2027, ça va être la négociation pour en vue 2028 pour t'assurer qu'il n'y a pas de conflit de travail à ce moment-là. Moi, je garde ça proche de chez nous. 2027, il y a une équipe de MLS Next Pro à Montréal. Corey Ray va avoir fait comprendre à tout le monde que ce projet-là ne fonctionne pas si tu n'as pas d'équipe réserve. Ou le prochain directeur sportif. Je veux dire, moi, le prochain Nathan Saliba, là, on est en train de parler de l'académie. Mais c'est un mirage, tout ça, parce que c'est des gars qui ont été formés par une académie qui n'existe plus, essentiellement. Je ne suis pas en train de dire que le travail qui est fait en ce moment n'est pas bon, mais le tremplin n'existe pas. Les prêts en CPL, ça fonctionne. Ils ont moins de moyens que plein d'autres académies aussi. Hein? C'est pas seulement qu'ils n'ont pas de MLS Next Pro. Non, je sais. C'est que l'académie du CF Montréal a moins de moyens. C'est pour ça que dans mon texte, je compare, puis ça fait tiquer certaines personnes, Montréal au Borussia Dortmund, parce qu'on parle de modèle d'affaires. Le modèle d'affaires qui n'est pas si mal, c'est d'aller chercher, là, quand je te parle aussi en même temps dans l'Est, des équipes qui vont plus dépenser. Charlotte, là, regarde leur banc. Il y en a 2-3 qu'on pourrait faire des Mihailovic, des Campbell, parce que Campbell, c'en est un autre, hein, parce que moi, je l'aime bien, George Campbell. Je pense que c'est un défenseur que tu peux revendre, une couple de millions aussi. Plutôt que tard, si tu parles de Saliba. Faut que tu sois bon, par contre. Non, tu peux pas prendre des 3-0, des 4-0, des 5-1, puis vendre un défenseur à fort prix. C'est sûr. Mais en même temps, c'est ça, ce modèle-là d'affaires, puis c'est pour ça que j'ai dit Borussia Dortmund, ils ont une bonne académie aussi, Borussia Dortmund, mais c'est pas... Il n'y aura pas 11 joueurs nécessairement de leur académie. Ils vont chercher les Jadon Sancho à 5 millions, puis leur vendre 25 millions. Là. Bref. Montréal est un peu... Je pense que dans ce modèle d'affaires-là, puis c'est ça qui ont mieux fait ces dernières années. Alessandro Biello, il y a combien de minutes depuis qu'il a signé chez les professionnels? Il est jeune. Je comprends qu'il est jeune, mais justement, t'arrêtes de progresser là, quand t'as pas d'équipe réserve. Y a-tu assez joué cette année? Ben non. Il a joué où? En équipe nationale? Ben, écoute, c'est quoi? En heure totale, là, c'est 200 minutes. Il a joué avec la réserve aussi, hein? Ouais, mais là, il n'y en a plus d'équipe réserve. Mais il n'a pas joué avec les U18 aussi? OK, mais là... En fin de semaine, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que si tu es obligé de faire jouer un gars, puis je comprends que son âge, techniquement, le rend encore éligible, mais tu es capable de jouer en championnat canadien ou en MLS, mais tu redescends avec les U18. Je pense que c'est l'exemple au centuple que tu as besoin de ces minutes-là. Puis en 2027, j'ose croire, j'ose espérer qu'on va s'être rendu à cette évidence-là. Peut-être milieu de terrain, peut-être capitaine du CF Montréal, Alessandro Biello, 2027. Est-ce qu'on décroche le numéro de son père pour y donner? Oui, mais ça. Ça serait très bon. C'était une suggestion de Gabriel Gervais. D'ailleurs, je lui ai parlé quand Alessandro a signé. Puis je lui avais parlé de boucler la boucle. Puis il avait dit, je pense que c'est lui qui avait suggéré. Le voir jouer avec le numéro de son père, ça serait quand même... il y a du contenu à faire sur les médias sociaux. Parlant de contenu, on va s'arrêter un petit instant. Puis après ça, jeu des nouveaux mariés. Let's go. Au fond des filets, le podcast. La semaine dernière, j'ai pas été assez attentif. Hein, comment ça? Mais... j'ai créé ce jeu-là pour justement nous rapprocher, pour qu'on se connaisse un peu plus. Tu te rappelles de rien de ce que j'ai dit? Non. En passant, il y a quelqu'un qui a fait une recette de risotto, parce que j'ai dit que je faisais un risotto. Ouais. Puis je trouve que ça là,
si je veux donner un sens à ma pratique, On est là pour ça. je suis là pour ça. Mais la semaine Moi, prochaine, je me vais suis vous fait parler dire de que mon accent belge était catastrophique. Je vais vous parler de mon Je le ossobuco prends. sans tomate aussi. Ça se fait, ça? Ouais. Ben oui, mais ça. Veux-tu y aller? Sure. OK, ce qu'on fait, c'est on pige, puis voilà. C'est pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier épisode. On pige, comme c'est le cas là, dans les mariages, pour savoir si les nouveaux mariés se connaissent bien ou pas. Qui est le plus susceptible de se faire arrêter pour une raison absurde? Se faire arrêter? Par la police. Merci de dire que c'est pas par les ordres. par nos patrons. L'ordre. Pour une raison absurde, ben, je pense que c'est toi, ça. Puis, Ouais. ben oui. Pour une raison absurde. Ouais, tu vas t'être ramassé à faire une danse quelconque pendant ton Fred Fest annuel. Est-ce que les gens savent que t'as été célèbre un peu partout à Montréal pour ton Fred Fest? Je suis encore célèbre pour ça. Ouais. Je t'ai Il y a- déjà fait des passes pour Ouais, tous il y a les des souliers invités. de bowling qui ont été volés à Pour- cause... Ouais. Bon, ben, c'est ça. Écoute, voilà. OK. D'accord. J'allais dire, qu'est-ce que... En même temps, toi, C'est l'absurde. t'es obstineux un peu. Beaucoup moins. Ah. Tu- Je me dis, les forces de l'ordre, si n'ont pas un bon... Non, mais attends, tu parles de Fred Fest. Tu parles de l'histoire Non, mais s'il n'y a pas une raison de t'arrêter, au terrain. je pense que l'officier ou l'officière va en prendre pour son rhume. Ouais, non. Mais en fait, c'est plus la personne. Te souviens-tu quand on est allé jouer au billard pour ta fête? Il a fallu que je te gère. C'était au début, ça. Non, il n'a pas fallu que tu me gères. Oui, je sais. Non, au mais début, c'est la première- l'ensemble, OK, l'ensemble du bar vous disait, hey, Non, attends. ton chum, là, avec ses règles, là, Attends, non. c'est quelle règle, là? C'est un peu... C'est tendancieux. ben, exactement. Non, mais t'avais tes règles. Attends, je vais raconter l'histoire comme il faut, là, très rapidement. Ce qui est arrivé, t'as tes c'est que Fred, au beau milieu de son party de fête, il y a un gars qui vient le voir que tu connaissais pas. Personne, non. Puis il y avait Pas une- juste un gars, là, une gang. il y avait... Ouais, mais il était là avec ça, là. Puis il y avait une table de pool. Moi, je venais de jouer contre le gars au pool. Et le gars se pointe et dit à Fred, « Hey, ton chum, tu devrais y parler, sinon je vais y péter ma baguette de billard d'en face. » Puis c'était comme la première fois que tu avais à gérer ton nouveau collègue. Il inventait des règlements au fur et à mesure. Moi, j'ai juste demandé un petit peu de rigueur. Puis quand il s'est rendu compte que la rigueur Mais allait ça, faire en sorte qu'il allait perdre, ben il a voulu me péter une baguette C'était un de mes bars billard d'en préférés, face. c'était Snack and Blues. Ça existe encore, ça? Non, ça n'existe plus. Bon. Puis il First Snack, Fur Blues. y avait des... je pense qu'il y avait des trucs de Peter Gabriel. Il y avait des... pendant la soirée, en fait, il y avait un écran géant. Ouais, c'était pas des spectacles. Ouais, des spectacles, entre autres. Bon, tiens. OK, le mien. Qui serait le plus susceptible de survivre à une apocalypse de zombies? Oh, ouais, vas-y. Je pense que c'est toi. T'es mieux, t'es plus manuel. Parce que toi, tu fabriques des choses dans ta tête. Non, mais dans ma tête. Mais ça n'a pas vraiment de valeur quand il y a une apocalypse de zombies, genre. Toi, ce serait comme Parcelle de soleil, là. Tu ferais de l'origami un peu, puis tu essaierais de les impressionner avec un show théâtral. Probablement non, mais premièrement, je serais pas capable de... Je mangerais des champignons, puis ça serait... Dès le départ, je me pitcherais dans le bois, puis je mangerais des champignons. Puis je mangerais les mauvais champignons, assurément. Fait que non, j'ai pas d'instinct de survie tant que ça. Au contraire, non, c'est... j'ai pas d'instinct de survie, c'est ça la différence. Toi, t'en as une plus... T'as un radar plus... Non, ça serait tranquille jusqu'à temps que ça le soit plus, là. Ouais. Puis ça verrait, ouais, le côté peut-être un petit peu plus méchant. Lequel de vous deux gagnerait au go-kart? Ah, ben ça... Ah, c'est d'actualité, ça. Ça, c'est facile. J'ai fait du go-kart il y a 2 semaines. C'est ça. Arrête! Ben oui, j'ai fait du go-kart il y a 2 semaines. Ouais, pis... Ben, c'est sûr que c'est moi qui gagne. Ben non. Ben oui. Ben non. C'est où? Je te clenche au go-kart. Tu me clenches? Moi, je suis très rapide. Hey, là, je sais pas... T'es très rapide. Ça As-tu fait, des 12 forces de ans, l'ordre? ça fait 12 ans que je te connais, t'as jamais parlé de go-kart, mais là, Oh, je suis t'es comme Mario. Non, mais premièrement, je suis un conducteur. Ben, on est les deux là depuis que j'ai 16 ans. Je pense qu'il y a des gens qui ont utilisé dans la même phrase conducteur et hors pair. C'est deux... Ouais. OK. Écoute, Montréal-Toronto en 4 heures. Je sais pas s'il y a des gens de la force de l'ordre qui écoutent aussi. Hey, c'est... Arrête, je t'acclenche au go-kart. Ça, là, c'est de la drift, là. C'est pas 4 heures pour se rendre à Toronto, là. C'est pas un Non, circuit non. de go-kart, là. C'est une ligne droite.
Aïe, aïe. T'as un char qui va plus vite que le mien. Je suis d'accord avec ça. Oui. Là, Toi, tu sais comment ça va finir, Non, mais toi, tu considères que... Qu'est-ce qui te fait de toi un bon conducteur? Mis à part d'être allé la semaine dernière au go-kart. Attends une minute. Là, on parle du go-kart parce que j'ai plusieurs amis qui vont m'envoyer des tomates puis qui vont me dire que je suis le plus lent de l'histoire de l'humanité sur la route. Fait que... Puis ils auraient, Ouais, c'est ça. T'es non, assez... je suis pas pépère. C'est correct. Ouais. T'es pépère parce que... Parce que j'ai pas besoin de pas l'être. Ah, OK. Il n'y a pas une question d'essence ou de sécurité. T'es juste... De décence ou d'essence? Mais non, mais les deux. Pour sauver du gaz? Sauver du gaz. Non. Non, même pas. Sécurité, peut-être un peu depuis que la petite est née. Depuis que tu as des enfants. Mais non, j'ai toujours été assez... J'ai plus peur qu'avant de frapper un chevreuil on va au go-kart. On pourrait-tu avoir un commanditaire de c'est go-kart? ce que j'allais dire. Ça peut juste se régler d'une manière. Mais là, on est allé là, au Taggy Karting. Il faudrait avoir un commanditaire de go-kart. Alex Tagliani. Tu le connais, toi? Non. Il écoute, je pense. Oui. Jacob, je pense qu'il connaît. Votre co-animateur préfère-t-il le sucré ou le salé? Ouf. Moi, attends une minute. Toi, t'es... Attends une minute. Hein? C'est pas tough une fois toi, que t'es tu sucré? comprends. Non. T'es salé. Ah ouais? Moi, c'est évident. Ma femme cache les chips. Puis à ce jour, elle dit qu'elle les cache pas, mais je sais qu'elle cache les sacs de chips. As-tu un problème mental avec les chips? Faut-tu... mental, je ne sais pas. La face dans le... Je passerai pas un détecteur de mensonges pour dire que j'ai pas un problème quelconque avec les chips. Ouais? Oui. Moi, tu sais que j'ai un vrai problème mental, je pense, avec le popcorn. Ah ouais? Je suis incapable d'arrêter. Mais là, tu mets pas du sprinkle par-dessus. Non, là. mais non. Oui, mais non. Je suis l'air d'un psychopathe ou quoi? Mais non. J'allais dire, ma femme a fait ça. Ben, écoute, qui se ressemble. À chaque torchon sagainé, comme dirait ma grand-mère. Ma grand-mère Valéda, qu'on salue. Non, toi, t'es sucré. Ben non, voyons. Ben, sérieux? Tu me connais pas. Ah non, t'es salé, tu veux tout le temps de les charcuteries partout où on va. Tu me connais pas. Premièrement, je prends presque jamais de dessert. À chaque place où tu débarques, peu importe c'est quoi la spécialité, tu veux des charcuteries. C'était tellement 2014. C'est comme t'es comme un Thierry Henry. T'es aussi... t'es aussi gros bully que Thierry Henry. C'est chiant ça. On a-tu fini là? On a fini, je pense. On a terminé? Hey, tu me connais pas, puis tu ressasses de vieux souvenirs. Hey, t'as qui cette semaine? Parce qu'il faut dire aux gens, le podcast, il y a un deuxième cette semaine qui sort. Mais jeudi. C'est une entrevue que tu fais, toi? Marinette Pichon, qui est directrice sportive de la nouvelle équipe qui s'en vient en Super Ligue du Nord. Moi, j'ai eu du fun avec Marinette Pichon au dernier Euro, là. Ah non, top. Comme personne. Comme personne. Puis après ça, professionnellement, sa capacité à rentrer dans un match puis à analyser des trucs, tu vois que c'est une athlète de très haut niveau. On est allé boire après aussi. Ça a été une des soirées les plus agréables de 2024. On est encore en 2024. C'est ça, je dis athlète de très haut niveau. Très, très haut niveau. Très haut niveau. Puis je pense que pour une fois que je peux me mesurer à des chèvres, des goats, j'ai trouvé un département où je suis capable de tenir tête au plus grand même. OK. Puis l'autre affaire, est-ce qu'on fait le jeu de Ali? Oui. Est-ce qu'on le fait la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, je pense. Parfait. Ce qu'on va aller faire, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé un défi. Construis ton 11. Construire un 11 du CF Montréal avec des critères bien spécifiques. C'est Ali qui va se reconnaître. Je vais le mettre, puis tu vas le mettre aussi sur ton Twitter, sur X. Puis la semaine prochaine, on en parle, fait qu'on vous invite à le faire aussi, à faire vos choix aussi de quelle équipe vous auriez bâti dans tout ça aussi. Bon. Cool? À cette heure, on va aller chercher des sels et vinaigres, puis on se dit à la semaine prochaine. Toi, t'es sel et vinaigre, hein? Non, c'était juste la première qui m'est venue. OK. C'est ça. On avait une foulée là, pour finir. Ben oui, show, ça finissait très bien. Ça finit comme Jacob sera pas content, il va être en maudit. Salut là.